Définition de l'art. Qu'est-ce que l'art? On pourrait tergiverser longtemps en étirant les phrases. Vous m'en tiendrez d'ailleurs rigueur. Mais contrairement à la pensée abstraite qui n'est pas soumise aux lois immuables de la physique, notre temps, lui, n'est ni fini ni même indéfini. Le temps, voici un concept clé dans l'art. Mais nous y reviendrons. Ainsi, je définis l'art comme l'ensemble des mouvements du corps et de l'esprit qui tendent à élargir le domaine du réel. L'art comme l'ensemble des mouvements du corps et de l'esprit qui tendent à élargir le domaine du réel. Qu'est-ce donc à dire? Rassurez-vous, je ne cherche pas à vous perdre dans les méandres de définitions absconses et obscures. Après quelques explications, elle deviendra claire, voire lumineuse. D'abord, que pouvons-nous dire de la première partie de cette définition, à savoir l'ensemble des mouvements du corps et de l'esprit? Ceux du corps, nous les concevons sans peine. Ce sont les gestes du peintre sur son support, la grâce d'un danseur suspendu entre équilibre et chute, le tempo du musicien qui sculpte le silence autant que le son. Ce sont encore les mains du sculpteur, modelant la matière, l'attention du comédien portant sa voix jusqu'au dernier rang, le trait de l'architecte projetant un espace encore inexistant. C'est l'écrivain, aussi, traçant des lignes qui, d'un seul regard, réveillent des images insoupçonnées. L'art n'est évidemment pas réductible au seul mouvement du plasticien. Il est partout où un geste, une impulsion, une respiration transfigure la réalité pour lui donner une nouvelle forme. Ceci étant mis en lumière, comment doit-on maintenant entendre l'ensemble des mouvements de l'esprit? Le temps, encore lui, s'impose comme un facteur déterminant dans la création, car créer, c'est s'arracher au temps des montres pour épouser le temps intérieur, celui suspendu où l'idée germe, se précise, s'épanouit. C'est souvent dans la méditation que cet écart se creuse, que l'espace mental se dilate pour faire advenir l'intuition. Et qu'est-ce qu'une idée? Sinon une forme d'art en gestation. Certains la façonnent en matière, d'autres la laissent flotter, intacte, comme une œuvre en soi. Les artistes conceptuels, souvent mal compris, nous le rappellent. Ce n'est pas toujours l'objet qui fait l'art, mais le concept qui l'anime. Il n'offre pas seulement une réalisation tangible, mais un regard, un déplacement de pensée, une manière inédite d'habiter le réel. L'ensemble des mouvements de l'esprit correspond donc aux élans intellectuels, voire spirituels du créateur, qu'il soit artisan ou artiste, qu'il compose une fugue ou un théorème. Car oui, il est une autre forme de mouvement souvent implicite mais tout aussi essentielle, celui de la pensée scientifique dans la quête de vérité. À l'instar de Bachelard, qui écrivait dans l'introduction de la formation de l'esprit scientifique, pourquoi n'accepterions-nous pas l'abstraction comme démarche normale et féconde de l'esprit scientifique? La recherche fondamentale, à sa manière, est une danse invisible, une sculpture du réel par la logique et l'intuition. Or, la fonction d'abstraction est précisément la première des 7 fonctions de l'art que nous explorerons plus loin dans cet essai. J'y reviendrai, bien entendu. Reprenons donc maintenant la définition que je donne à l'art,
à la lumière des dernières explications pour tenter d'aller plus loin. L'art, disais-je, est l'ensemble des mouvements du corps et de l'esprit qui tendent à élargir le domaine du réel. Mais élargir le domaine du réel, qu'est-ce encore à dire? Le domaine du réel, c'est ce qui est empiriquement démontrable, ce dont nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, peuvent faire l'expérience. C'est le royaume du tangible, le domaine de la raison, celui que les Grecs appelaient le logos. Pendant des siècles, l'art est resté enfermé dans cette sphère, prisonnière des canons du marché et de la pensée rationnelle héritée des anciens. Ainsi, jusqu'à la fin de la Renaissance, les codes du beau, du sublime ont tenté de raviver le cosmos originel. Pendant tout le Moyen Âge, la production artistique en Occident s'est massivement orientée vers l'illustration des écritures bibliques. Puis vint la Renaissance, qui offrit un second souffle aux anciens, notamment après la redécouverte de Pompéi et d'Herculanum à la fin du XVIe siècle. Les grands codes de la représentation ont alors perduré jusqu'à la modernité, s'organisant dans une hiérarchie stricte. Au sommet régnaient les grandes fresques historiques et religieuses. Ensuite, les portraits d'aristocrates. Plus bas, les paysages et les scènes de la nature. Et enfin, tout au bout de l'échelle, les natures mortes. Cette gradation du beau régna en Occident jusqu'au XIXe siècle, alors que, paradoxalement, d'autres civilisations s'étaient déjà affranchies de cette contrainte bien avant nous. En Chine, dès le Xe siècle, la peinture des lettrés portait une autre vision de l'art, plus moderne avant l'heure. Écoutons ce que disait Su Shi, poète et penseur de la dynastie Song. Les artisans se concentrent sur les apparences extérieures des choses, tandis que les hommes cultivés dépeignent l'esprit qui habite et fortifie tout phénomène naturel. Ceux qui recherchent seulement la vraisemblance ont la capacité de compréhension des enfants. Élargir le domaine du réel, c'est précisément cela. Ne pas se contenter de l'imitation, mais chercher à capter l'essence des choses. Une idée qui, en Chine, fut défendue pendant plus de 1000 ans et que l'Occident n'adoptera qu'à l'aube du XXe siècle. Comme un retour du balancier alors que les idées occidentales en faveur de la modernité en art avaient trouvé leur terreau fertile, alors que le Parti communiste arrive au pouvoir en 1949 en Chine, le parti établit des critères tristes du beau et du convenable afin de faire la promotion du socialisme. Ainsi, le style Guoa, peinture nationale ou peinture chinoise, les images du Nouvel An, Niahua et les histoires illustrées proposent à contre-courant international une affirmation des codes que doivent respecter les artistes. L'Orient n'échappe cependant pas à une quelconque hiérarchisation des représentations. Vendier-Nicolas, dans sa traduction de Le Huaché de Mifu, de la dynastie des Song du Nord, 1051-1107, relate ceci. Examinez et contemplez les tableaux qui représentent le Bouddha et les scènes bouddhiques à une valeur d'édification qui donne à ces peintures le plus haut rang. Puis viennent les paysages, de délices inépuisables. Les vues des brumes et de nuages sont tout particulièrement belles. Les bambous et les pierres se classent ensuite, puis viennent les fleurs et les plantes. Quant aux jolies femmes et au sujet de plumes et de poils, il n'y a que de divertissement pour les gens du monde.
on ne peut pas les inclure parmi les purs joyaux de l'art. En comparaison, jusqu'au tournant du XXe siècle, l'art traditionnel occidental plaçait les représentations historiques et bibliques au plus haut rang. Venaient ensuite les portraits aristocratiques, les paysages peints, puis les natures mortes étaient moins bien évalués, exception faite de la Hollande, à partir de la Réforme qui, en conséquence de la dévalorisation des images saintes, dut revoir sa hiérarchie de valeurs. L'artiste est donc celui qui élargit le domaine du réel, non seulement par un accroissement perceptif, mais aussi par une maîtrise technique en perpétuelle évolution. Si voir, c'est déjà interpréter, encore faut-il savoir transcrire cette vision, la modeler, l'exalter par l'observation. De la maîtrise du trait à la science des couleurs, de l'alchimie des matières aux subtilités du geste. Chaque époque, chaque mouvement ont porté plus loin les outils de l'expression. C'est en perfectionnant ces moyens que l'artiste repousse les frontières du possible. Ainsi, il capture l'invisible et lui donne forme. Or, s'il élargit ainsi le champ du réel, c'est bien qu'il puise au-delà de ses limites, qu'il franchit le seuil perceptible pour atteindre ce qui, d'ordinaire, échappe au sens. Mais alors, puise-t-il ses idées dans l'irrationnel? Faut-il voir en lui un simple rêveur, un voyageur des chimères? Je ne l'entends pas ainsi. Bien au contraire, c'est précisément ici que se dessine la première fonction de l'art, la fonction d'abstraction.